Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo un petit peu spéciale dans laquelle je vais vous aider, vous qui débutez en survivant sur Dead by Daylight. On utilisera d'ailleurs l'acronyme DBD tout au long de cette vidéo. En me basant sur ma propre expérience de jeu, je vais vous expliquer de la manière la plus détaillée possible tout ce que vous devez savoir de l'astuce la plus simple à la plus complexe. On va commencer simplement en définissant le but du jeu pour les nouveaux. DBD est un jeu asymétrique dans lequel un tueur affronte 4 survivants sur une map. Le but du tueur est de tuer les 4 survivants, les accrochant chacun 3 fois sur les différents crochets répartis sur la map. A l'inverse, le but des survivants est de réparer 5 des 8 générateurs présents sur la map afin de s'échapper par l'une des 2 portes de sortie. Maintenant que les bases sont posées, on va placer quelques mots de vocabulaire pour que vous puissiez suivre les diverses explications que l'on va aborder. Par exemple, on utilisera souvent le mot gène pour générateur, moonwalk qui correspond à l'action lorsqu'un tueur marche à l'envers pour ne pas donner l'information de sa présence aux survivants, hook et déhook pour accrocher et décrocher, fast vault qui correspond à l'action de prendre une fenêtre à pleine vitesse, QTE, Quick Test Event ou autrement dit test d'habileté, ou encore point de sang correspondant au point que vous gagnerez au cours d'une partie et vous permettant d'améliorer vos toiles pour acquérir de nouvelles compétences, etc., etc. On va désormais passer à une petite review des meilleurs perks, que ce soit en tueur ou en survivant. Mais tout d'abord, une perk c'est quoi? Que vous soyez survivant ou tueur, une perk, compétence en français, est une habilité octroyée à votre personnage. Vous pouvez en avoir entre 0 et 4, 4 étant le maximum. Étant donné l'état de la méta suite à l'instauration du SBMM, les survivants comme les tueurs seront forcés de jouer des perks dites compétitives pour s'en sortir. En survivant, on retrouvera notamment les suivantes: coup décisif qui permet de se déloter de l'épaule du tueur dans un délai d'1 minute après vous être fait décrocher, l'étourdissant pendant 5 secondes si vous réussissez le QTE bien entendu. Attention toutefois, réparer un générateur, soigner un survivant ou vous-même, purifier un totem, saboter un crochet ou décrocher un autre survivant désactivera instantanément coup décisif. Drôlement dur, une compétence qui lorsque vous êtes blessé, vous propulse vers l'avant et vous fait éviter les dégâts à son activation. Octroie le statut épuisement pendant 40 secondes si la perk est de niveau 3. Tout au long de cette vidéo, on se basera sur des compétences de niveau 3, niveau maximum des perks. Frisson, chaque fois que le tueur regarde dans votre direction, les QTE auront 10% de chances supplémentaires d'être générés, avec une zone de succès réduite de 10%. Votre vitesse d'action est également augmentée de 6%. Indéfectible, une fois par partie, vous pouvez récupérer pleinement de l'état critique. Vous récupérez également 35% plus vite de l'état critique. Libération, après avoir effectué un déhook de manière sécuritaire sur un autre survivant, vos chances de vous décrocher vous-même seront de 100%. Vous subirez cependant l'effet statut brisé pendant 60 secondes. Montrez ce que vous savez faire. Augmente la vitesse de réparation d'un générateur de 15% par survivant dans un rayon de 4 mètres jusqu'à un maximum de 45%. Augmente également de 100% le nombre de points de sang que vous gagnez. Parfaite occasion, révèle l'aura des murs, palettes et fenêtres dans un rayon de 32 mètres autour de vous. Pour le peuple, lorsque votre santé est pleine, soignez un autre survivant blessé ou en état critique pour le soigner d'un état de santé, passant de l'état critique à blessé par exemple. Résistance, lorsque vous êtes blessé, vos actions se réaliseront 9% plus vite lorsque vous faites un générateur ou un totem par exemple. Sur la réserve, en sauvant un allié d'un crochet, donnez-lui le statut endurance pendant 12 secondes. En tueur, ne négligez pas les perks suivantes, chili et barbecue. Après avoir accroché un survivant, l'aura des survivants se trouvant à 40 mètres ou plus du crochet est révélé au tueur. Le sort ruine, les générateurs régressent 200% plus vite que la vitesse de régression habituelle lorsqu'ils ne sont pas réparés. Intervention maléfique, les 3 générateurs les plus éloignés du tueur à son apparition sont bloqués pendant 2 minutes. Le tour est joué, après avoir accroché un survivant, le tour est joué est actif pendant 45 secondes. Casser un générateur pendant ce laps de temps le fera régresser de 25%. Le sort immortel, il se joue avec au moins un autre sort tel que ruine par exemple. 2 totems de feu seront alors générés sur la map et si l'un d'entre eux est trouvé, ce sera automatiquement l'immortel qui sera détruit, permettant à l'autre sort de persister. Réparateur, lorsqu'un générateur atteint 70% de progression, le tueur subit un avertissement et devient indétectable pendant 16 secondes. Aucune issue, le tueur gagne un jeton par survivant accroché pour la première fois. Lorsqu'un survivant essaie d'ouvrir une porte, elle se bloque pendant 12 secondes plus 12 secondes supplémentaires par jeton accumulé. Gardons le meilleur pour la fin. Lorsque le tueur frappe un survivant qui n'est pas son obsession, il gagne un jeton et en perd 2 dans le cas contraire. Les attaques du tueur se rechargent alors 5 à 40% plus vite. Vocation de l'infirmière, l'aura des survivants se soignant est révélée au tueur dans un rayon de 28 mètres. Déboussolé permet au tueur de prendre les fenêtres 15% plus vite, bloque la dernière fenêtre prise par le tueur pendant 7 secondes. Thanatophobie, chaque survivant blessé, accroché ou en état critique donne une pénalité aux autres survivants réparant un générateur,
purifier un totem ou sabotant un crochet de 5 à 20%. Chute de Franklin. Lorsque vous prenez un coup du tueur, vous fait perdre l'objet que vous portez qui disparaît dans les 90 secondes s'il n'est pas ramassé, épuisant les charges de l'objet au cours du temps. Le sort Mangeur d'espoir. Lorsqu'un survivant est décroché à plus de 24 mètres du tueur, ce dernier gagne un jeton. Pour 3 jetons, les survivants subissent le statut à découvert. Au bout de 5 jetons, le tueur peut tuer les survivants de ses propres mains. Le sort Personne n'échappe à la mort. Lorsque le courant est rétabli, tous les survivants subissent le statut à découvert. Gardien de sang. Si un survivant est accroché après l'ouverture des portes, ces dernières sont bloquées pendant 60 secondes. Poursuivant meurtrier. Révèle l'aura des survivants au tueur au début de la partie pendant 9 secondes. En tueur, un sort est une compétence liée à un totem enflammé situé quelque part sur la map. Lorsqu'un survivant purifie le dit totem, les effets liés à ce sort ne sont plus actifs. Comment obtenir ces perks, me direz-vous ? Chaque survivant et chaque tueur possède 3 compétences de référence qui sont enseignables. Autrement dit, en augmentant votre toile et en débloquant ces perks enseignables, vous pourrez les débloquer sur vos autres survivants et tueurs. C'est bien beau tout ça, mais tu nous as parlé des statuts et des états et on n'y comprend rien nous. Ne vous impatientez pas, on va y venir. Un survivant en état critique est un survivant KO ou bien au sol si vous préférez. Le premier statut du survivant est lorsqu'il est en pleine santé. Se prendre un coup du tueur le fera passer en état blessé et un deuxième coup le fera passer en état critique. Certaines perks du tueur peuvent vous donner le statut inconscient. Vous ne détecterez alors pas le rayon de terreur du tueur ni sa tache rouge à moins que vous soyez en poursuite. Le statut épuisement survient à cause de certaines perks du tueur comme semeur de peur ou bien lorsque vous utilisez des compétences à épuisement. Vous subissez le statut épuisement pendant 40 secondes et ne récupérez pas de ce dernier tant que vous êtes en train de courir. Le statut à découvert fera passer directement en état critique un survivant en pleine santé qui se prend une attaque de base du tueur. Le statut aveuglement vous empêche de voir les auras des autres survivants, qu'ils soient sur un crochet ou en état critique ou que vous soyez vous-même sur le crochet. Le statut brisé vous empêche de vous soigner lorsque vous êtes blessé pendant une durée indéterminée. Le statut endurance vous permet de vous prendre un coup du tueur lorsque vous êtes blessé sans passer en état critique. Vous passez alors en état de blessure profonde. Vous aurez alors une dizaine de secondes pour vous suturer sous peine de repasser en état critique. Lorsque le statut indétectable est actif pour le tueur, les survivants ne sont plus informés ni du rayon de terreur du tueur, qui grandit normalement au fur et à mesure qu'il approche, ni de sa tache rouge. Un QTE correspondra à un test d'habileté auquel vous devrez répondre en survivant. Faire un excellent dans la zone blanche vous donnera un bonus de progression, tandis que le raté donnera l'information au tueur de votre position et fera régresser le générateur que vous faites ou le soin que vous prodiguez. Vous l'aurez compris, il faudra connaître de manière globale les compétences les plus utilisées par les tueurs et les survivants afin de mieux vous y adapter. Cependant, d'autres critères rentrent bien évidemment en compte, comme notamment les maps ainsi que les offrandes, c'est ce à quoi nous allons nous intéresser. Il faut savoir que le jeu compte actuellement 16 maps et que chacune d'entre elles comprend entre 1 et 5 variantes. Par exemple, on retrouve 5 variantes différentes de la ferme, de la propriété Macmillan, ainsi que de la casse Autohaven. Il ne faut pas sous-estimer l'impact des maps lorsque vous lancez une partie en survivant. En effet, certaines sont plus propices que d'autres pour pouvoir vous échapper. Globalement, il faudra favoriser les maps suivantes si vous voulez maximiser vos chances en tant que survivant. La propriété Macmillan, la ferme, la casse Autohaven, Haddonfield, le jeu, Springwood, Ormond. Notez toutefois que selon le tueur, certaines maps sont plus idéales que d'autres. Un Blight sera bien plus performant sur Macmillan que sur Haddonfield par exemple. Nous allons maintenant aborder les offrandes qui vous serviront en partie à vous rendre sur les maps abordées précédemment. Le choix de la map est l'offrande la plus judicieuse que vous pourrez utiliser pour vous en tirer dans des BD. Néanmoins, nous allons faire un tour rapide des autres offrandes les plus importantes que vous pourrez utiliser. Les offrandes de chance par exemple qui augmenteront légèrement le pourcentage de chance de vous décrocher vous-même. N'essayez de vous décrocher vous-même que lorsque la situation est critique. En effet, une tentative infructueuse de décrochage par vous-même ne fera qu'empirer l'état actuel du sacrifice représenté par la petite barre rouge en dessous de votre pseudo. Les offrandes faisant apparaître également 1 à 2 coffres supplémentaires ne sont pas à négliger. Les chaînes pétrifiées, ils augmentent légèrement l'espace entre les crochets. Jouez cette offrande de préférence lorsque vous jouez en team et que vous êtes sûr de la rentabiliser au maximum. Les linceuils d'entrave sont de bonnes offrandes pour commencer à plusieurs par exemple et réparer un générateur rapidement. Et pour finir, les parades blanches, parades noires pour les tueurs vous serviront à ne pas perdre votre objet et vos add-ons même si vous mourrez. Ne les utilisez donc que lorsque vous utilisez de bons objets. Côté tueur, méfiez-vous des memento mori. Le tueur peut vous tuer de ses propres mains après vous avoir accroché 2 fois. Mais au fait, on n'a pas encore parlé des objets. Ne vous en faites pas, il n'y en a pas beaucoup. Il y a d'abord les boîtes à outils qui vous permettront de réparer un générateur plus vite. D'autres types de boîtes à outils vous permettront également de saboter un crochet pour empêcher le tueur d'accrocher votre mate par exemple. Ensuite, les kits de sang vous permettent de vous soigner vous ou vos mates. Quelques infos pratiques. Sans add-on, le kit vert et marron vous soigneront une fois, tandis qu'un kit jaune vous soignera une fois et demie.
Ajoutez les bandages qui ajoutent 8 charges pour vous soigner au moins 2 fois. Vous pourrez vous soigner également 2 fois avec un kit violet, 3 fois si vous mettez l'add-on des pansements hydrogel qui rajoute 16 charges. Les cartes. Les cartes vous permettront selon le type de carte et d'add-on que vous utilisez de localiser les générateurs, les totems ainsi que les portes de sortie pour faire court. La carte rose est la plus complète. Si vous utilisez une carte verte, songez à mettre des add-ons pour augmenter votre portée ou pour détecter les totems par exemple. Et pour finir, les flashlights qui vous permettent d'aveugler le tueur ou de sauver l'un de vos mates au moment où il se fait ramasser. Il existe plusieurs types de lampes, les jaunes, les vertes ainsi que les violettes. Plus la lampe est rare et plus elle dure dans le temps. Favorisez les add-ons qui vous permettront de faire durer la lampe tels que les piles ou les filaments bas ampérage. Passons maintenant aux différents tueurs ainsi qu'à leurs pouvoirs qu'il vous sera indispensable de connaître pour les contrer au mieux. Le trappeur, il peut poser des pièges au sol qui font passer un survivant en état critique s'il ne s'en libère pas. Pas de conseil particulier si ce n'est de bien regarder où on pose les pieds. Attention à ne pas se faire accrocher à la cave car la tâche sera rude pour venir vous secourir. Le spectre, il peut se rendre invisible et se déplace donc à grande vitesse. Il a également un boost de vitesse lorsqu'il quitte son statut d'invisibilité grâce à sa cloche. Anticipez bien ses actions car il se déplace vite. Le montagnard, alias Hillbilly, sa tronçonneuse est sa plus grande force. Elle lui permet de couvrir de grandes distances mais également de mettre en état critique le survivant qui se trouvera sur son passage. Restez bien à l'affût et ne restez pas trop loin d'une palette. Tournez autour des obstacles et faites de petits gauche-droite si vous en avez l'occasion. La Nurse, le tueur réputé comme le tueur le plus fort du jeu. Elle peut se téléporter 2 fois, 3 fois avec des add-ons. Elle n'a pas vraiment de contre car les fenêtres et les palettes sont inutiles contre elle. Essayez de courir vers elle lorsqu'elle se téléporte dans votre direction. Ça peut paraître contre-intuitif mais ça marche plus qu'on ne le croit. Myers, il tire sa plus grande force de son stalking. Cachez-vous le plus possible pour ne pas lui donner sa force de mal intérieure 3 qui fait immédiatement passer tous les survivants en statut à découvert. La harpie, elle peut placer des pièges en forme de triangle auxquels elle peut se téléporter si vous marchez à proximité. Une bonne astuce est de flasher ces pièges pour vous en débarrasser. Le docteur, attention à ces électrochocs qui lui révéleront votre aura. Si vous arrivez au 3e stade de folie, secouez-vous afin de ne plus hurler. Attention à ne pas vous faire avoir par les hallucinations qui peuvent apparaître du docteur en personne ou qui peuvent prendre l'apparence de fausses palettes. Méfiez-vous également à des QTE qui pourront être inversés. La Huntress, elle puise sa force dans les hatchets qu'elle lance. Trouvez un loop au-dessus duquel elle ne pourra pas vous toucher avec ses hatchets. N'utilisez les palettes que si vous êtes sûr de stun le tueur avec sous peine d'être puni directement avec une hatchet. Booba, sa tronçonneuse fait passer en état critique n'importe quel survivant se trouvant sur son passage. Restez toujours à proximité d'une palette ou d'une fenêtre pour rester l'esprit tranquille. Freddy, vous allez vous retrouver dans le monde des rêves. Dès lors, prenez garde aux fausses palettes et aux bulles de sang se trouvant sur le sol qui vous ralentiront. La Pig, prenez garde car elle peut se camoufler et vous n'entendrez alors pas son rayon de terreur. Elle peut également vous mettre un casque qui s'activera si un générateur est réparé que vous devrez retirer à l'une des 4 boîtes à jouer. Petite précision, vous ne pouvez pas vous échapper par les portes de sortie lorsque l'un de vos casques est actif. Dans ce cas-là, cherchez la trappe. Le clown, attention à ces fioles étranges. En vous les jetant dessus, il vous ralentira considérablement. Son 2e type de potion lui permet de gagner de la vitesse lorsqu'il marche dedans, mais c'est aussi valable pour les survivants. Essayez de créer une distance considérable entre vous et le clown lors d'une poursuite pour qu'il puisse utiliser ses potions le moins possible. La Spirit, elle se téléporte et est très sensible au bruit, soyez donc discret. Astuce, plus le son est fort lors de sa téléportation, plus elle est proche de vous. La Légion peut passer les fenêtres et les palettes grâce à son pouvoir. Lorsqu'elle vous touchera, vous serez blessé et devrez vous tuer également. L'Épidémie, elle peut vous vomir dessus. Dès lors, vous êtes contaminé. Une fois que la jauge est à son apogée, vous devenez blessé et souffrez du statut brisé. Le seul moyen de vous soigner sera d'utiliser l'une des fontaines présentes sur la map. Toutefois, cela lui permettra d'attaquer à distance avec son vomi rouge. Une stratégie assez commune est alors de ne pas utiliser les fontaines, même si vous passez votre partie blessé. Ghostface, sa capacité de marquage lui permet de stalker un survivant et de lui faire subir le statut à découvert. Attention aux frayeurs car il peut également passer en mode indétectable. Le Démogorgon, il peut se déplacer rapidement à travers la map grâce à ses portails. Vous pouvez toutefois les détruire. Gardez une distance de sécurité avec le Démogorgon car son attaque chargée vous fera grincer des dents. L'Oni, après avoir frappé un survivant, il peut collecter des orbes de sang afin d'activer son pouvoir. Une fois son pouvoir activé, sa vitesse de déplacement est décuplée et il peut faire passer un survivant en pleine santé à l'état critique. Sa vitesse de rotation étant limitée, essayez de jouer un maximum avec les obstacles. Le lance-mort, attention au seul tueur doté d'une arme à feu. Il vous harponnera sans pitié, vous blessant et vous infligeant une suture par la même occasion. Jouez un maximum avec les obstacles et n'hésitez pas à vous baisser pour esquiver ses tirs.
Pyramid Head. Attention, le bourreau peut attaquer à distance. Il peut également laisser des marques dans le sol. Ne marchez pas dedans au risque de vous retrouver en cage ou pire, vous faire memento mori si vous vous êtes déjà fait accrocher 2 fois. Le fléau. Le fléau est doté d'une puissance redoutable. Il est très rapide et rebondit sur les obstacles. Évitez les endroits trop dégagés pour ne pas tomber rapidement. Les Twins. Charlotte peut se détacher de son frère jumeau Victor et vous faire perdre des segments de santé avec. Kickez Victor dès que vous en avez l'opportunité après l'une de ses attaques. Le Trickster. Il lance des kunai, beaucoup de kunai. 7 kunai vous feront perdre un segment de santé, alors restez bien à l'abri des obstacles. Le Nemesis. Il pourra vous contaminer avec sa tentacule. Chaque coup de tentacule que vous prendrez ensuite vous fera perdre un segment de santé. Cependant, plusieurs boîtes à vaccins sont disposées sur la map, alors à vous de vous en servir judicieusement. Attention, des zombies errent sur la map et peuvent vous contaminer ou vous blesser. Les aveugler avec une lampe les étourdira et leur faire tomber une palette dessus les tuera. Ne le faites que si c'est nécessaire. Pinhead, grâce à son pouvoir, il peut vous enlacer de chaînes qui vous ralentiront. Sa boîte doit également être résolue sous peine de vous faire assiéger par une horde de chaînes. Cachez-vous bien derrière les obstacles pour éviter son pouvoir et tentez des gauches-droites ou des brains de temps à autre. L'artiste, la tueuse la plus récente à l'heure actuelle. Elle peut projeter des corbeaux à travers toute la map. Un nuage vous entoure alors et vous devez vous en séparer. Si elle vous renvoie un corbeau alors que vous êtes déjà encerclé d'un nuage, vous perdrez un segment de santé. Flashez ces corbeaux pour les faire disparaître comme les pièges de la harpie. Petite astuce également, accroupissez-vous pour ne pas vous faire contaminer par le pouvoir de Pyramid Head. Cela évitera également d'activer les pièges de la harpie. Un bon conseil que je peux vous donner est de jouer un petit peu tous les tueurs pour mieux comprendre leurs mécanismes et ainsi mieux les contrer en tant que survivant. Maintenant les amis, on va passer une rapide analyse de gameplay pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que je vous ai expliqué tout au long de la vidéo. Donc là je vais essayer de vous expliquer au mieux toutes les décisions que je prends et pourquoi je les prends. Donc là, première analyse, on va s'arrêter souvent sur les images comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un spot double fenêtre, donc vous avez une fenêtre ici là qu'on voit pas qui est cachée derrière le mur et vous avez une fenêtre ici. Là on voit donc, au début c'est pas facile à jauger etc. Mais moi, avec le nombre d'heures que j'ai sur le jeu, je peux aisément savoir que là, il n'a pas la distance. Si je saute cette fenêtre, si je saute par-dessus cette fenêtre, je sais pertinemment qu'il n'a pas la distance pour me frapper. Donc, c'est ce que je vais faire, c'est là que va résider ma première décision. Donc là, vous le voyez bien, il n'a absolument pas la distance pour frapper la fenêtre, sinon il aurait tenté de frapper, je vous l'assure. Donc maintenant, je sais, je regarde même pas derrière moi. Il faut savoir que les moments où je regarde devant moi, c'est le moment où je suis serein. Je sais que je peux prendre cette fenêtre tranquillement sans regarder derrière moi, sans douter qu'il soit derrière moi. Sinon, j'aurais bien évidemment regardé derrière moi pour savoir d'où il est arrivé et est-ce que je pouvais prendre cette fenêtre de manière sécuritaire comme je sais pertinemment. Là, je ne saurais pas trop vraiment vous l'expliquer pourquoi. Mais alors, j'estime en gros que soit il était à la fenêtre au niveau de derrière ici, soit il a dû faire le tour comme ça par la droite pour revenir ici, et auquel cas il n'aurait pas eu le temps de revenir sur cette fenêtre pour me frapper à travers, ou bien il aurait dû faire le tour par la gauche de la fenêtre, et j'estime également que là il n'aurait pas non plus eu il n'aurait pas non plus eu le temps de faire le tour pour me frapper tout simplement. Donc là je vais pouvoir sauter sereinement cette fenêtre, donc là pour le coup il avait fait le tour, il avait peut-être la range pour me frapper. Pour le coup c'était mal joué de ma part, mais enfin bref, je suis pas tombé et c'est le principal. Donc là je le vois arriver, je sais que là je peux continuer sereinement ici. Il faut regarder souvent derrière soi pour analyser la tache rouge très souvent, surtout sur les spots double fenêtre, les murs sont hauts, donc vous voyez pas le tueur, la tache rouge est un grand indice qui va beaucoup vous aider, donc regardez souvent derrière vous là-dessus. Donc là je sais qui me suit, là je vais faire une technique que je fais assez souvent. Une fois que je suis sûr que le tueur est derrière moi, que je vois bien la tache rouge et que je sais que la fenêtre est juste à ma droite, ce que je vais faire c'est que je vais marcher un petit peu pour le mettre en confiance, pour l'inciter à frapper et potentiellement frapper la fenêtre. Donc ce qui fait d'une pierre deux coups, je passe la fenêtre sans être blessé et en plus lui il met un hit, donc il perd du temps, c'est vraiment tout bénef. Donc pour le coup il frappe pas la fenêtre, en revanche il est trop loin pour frapper, donc il va pas tenter de frapper. Donc là je continue tout droit parce que là j'ai utilisé un certain nombre de fois déjà les fenêtres du spot précédent derrière moi. Donc je crois pas l'avoir dit encore, mais quand vous utilisez 3 fois la même fenêtre dans une même chase, et bien elle se bloque, donc vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc là il faut changer de spot. Là c'est une map très forte, c'est le puits d'asphyxie de Macmillan, qui est assez puissante. Au middle il y a beaucoup de fenêtres etc. Là on a un spot très puissant, le double spot double fenêtre contre un joueur pas très bon comme lui, c'est très fort. Mais quand un tueur va savoir jouer, ça va vraiment se compliquer. Donc là, je sais pertinemment que j'ai la distance, on l'a vu, il était très loin de moi, donc j'ai largement le temps de sauter la fenêtre sans me soucier de ce qui se passe derrière moi.
Donc ensuite, je vois qu'il part par là, donc forcément je pars par là, je vais pas aller vers lui. Donc là, je vois qu'il me suit tranquillement, je vois qu'il me suit tranquillement. Là, on refait la même chose, on marche un petit peu pour le mettre en confiance, pour l'inciter à attraper la fenêtre. Au dernier moment, on se met à courir. Là, on voit pertinemment qu'il a pas la distance pour nous frapper et on saute la fenêtre. Donc là, il le voit pertinemment qu'il a pas la distance pour frapper, donc il ne frappe pas. C'est logique. Donc là, on refait un petit peu le même tour, on voit qu'il suit, on voit qu'il suit, donc on va pas forcément chercher de compliquer. Là, on refait la même chose, on marche un petit peu pour le mettre en confiance et l'inciter à frapper. Donc là, il voit qu'il n'a pas la distance, il ne frappe pas, il n'est pas bête non plus. Donc là, j'ai utilisé 2 fois ou 3 cette fenêtre déjà, je sais plus, donc elle est bloquée forcément. Donc on va, voilà, on l'a vu, hein. On l'a vu, hop, voilà, la fenêtre est bloquée. Quand vous prenez trop fois la fenêtre, elle sera bloquée comme ça avec des espèces de traits noirs. Vous ne pourrez pas la reprendre, pas dans cette chase du moins. Donc là, ce que je fais, j'improvise comme je peux. Il y a une fenêtre devant, on la prend. Et c'est bien sûr de favoriser les fenêtres et les palettes dans les chases au maximum. Donc là, on voit qu'il continue. On marche un petit peu histoire de voir, de bien prendre de l'information, de bien analyser. On voit, alors là j'avoue que c'est un peu tricky parce que des spots une fenêtre comme ça, déjà il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, et en plus c'est très compliqué de jouer dessus parce qu'il y a de grandes chances que vous preniez le coup. Ce qui aurait été malin de sa part, ça aurait été de refaire un demi-tour comme ça et de me frapper. Pour le coup il n'y a pas pensé, il a fait comme ça, il a continué tout droit. Donc là je me suis dit on peut refaire un tour, potentiellement ça marche. Et là on le voit très bien, on le voit, je m'apprête à reprendre la fenêtre parce que j'ai vu la tâche rouge ici auparavant. Et même pas une seconde après que j'ai pris l'initiative de sauter la fenêtre, donc là à ce moment là j'ai déjà appuyé sur espace, c'est impossible de faire demi-tour, c'est impossible de refaire demi-tour. Donc là à ce moment là il a fait demi-tour et tout simplement il m'attend de l'autre côté de la fenêtre. Là vous êtes en animation sur la fenêtre, vous ne pouvez pas bouger, forcément vous vous faites frapper. Là on voit qu'il frappe, forcément il me touche, c'est obligatoire. Donc là ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce moment là il y a une palette, le tueur est extrêmement loin, donc ça va servir à rien d'utiliser cette palette, pardon. Utilisez vraiment les palettes lorsque vous êtes sûr de stun le tueur, ou alors de drop la palette avant, mais ça c'est dans certains cas précis, donc on reviendra dessus peut-être sur une prochaine vidéo ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc là je baisse pas la palette parce qu'il y a une distance largement suffisante entre le tueur et moi. Donc j'ai aucune utilité de baisser cette palette pour le coup. C'est-à-dire que plus vous allez jouer et plus vous allez connaître les maps. Donc là pour le coup, là je sais à peu près où se situent les spots. Donc je me dirige vers le prochain spot. Donc là c'est quelque chose que vous feriez pas forcément d'instinct. Mais moi pour le coup je savais que le spot se situait ici. Donc c'est pour ça que je m'y suis dirigé d'instinct. Donc là pour le coup il y a une palette, c'est un spot. C'est pas une palette très intéressante parce que les obstacles autour sont pas très volumineux. Donc le tueur peut facilement les contourner, mais il y a quand même une fenêtre ici, ce qui fait que le spot n'est pas si peu intéressant que ça. Donc on va essayer de jouer dessus de s'y intéresser. Donc là j'ai essayé une sorte de brain, c'est-à-dire que de faire croire. Les choses qui vont marcher souvent, ça va être de faire croire que vous jouez tout sur un spot, sur le spot de cette palette par exemple, et qu'en fait pas du tout, vous partez sur cette fenêtre. Attention, contre un bon tueur, ça va difficilement marcher. Donc là pour le coup lui, il savait, donc il a pas joué sur la palette, il est directement venu ici. Du coup là il y a une distance très faible entre le tueur et moi. Donc là normalement j'étais mort, c'était sans compter sur la paire avec Deadhard qui va me permettre de Deadhard. Donc là ici, bon alors c'était les 2 ou 3 images avant, mais là on voit que la tache rouge est vraiment sur moi. D'ailleurs on voit son épée là, donc c'est vraiment le timing où il faut Deadhard jamais plus tard parce que sinon vous allez tomber. Du coup là on joue avec la seule arme qu'il nous reste, c'est-à-dire cette palette. Donc là, vous allez essayer de gagner un maximum de temps avec les palettes, c'est-à-dire en faisant le tour au fur et à mesure. Et une fois que le tueur vous aura rattrapé, vous allez essayer de le stun tout simplement. Donc ne baissez la palette que si vous êtes sûr de stun le tueur globalement. Règle pour savoir quand arrêter de faire le tour d'une palette, c'est le moment où vous vous dites est-ce que je dois baisser la palette. Si vous vous demandez si vous devez baisser la palette, c'est probablement que vous devez la baisser parce que vous vous dites que le tueur est assez proche pour vous mettre le hit. Normalement le tueur n'avait pas d'assez de range pour mettre le hit, mais ce que j'ai décidé de faire c'est de tenter une sorte de brain, de faire un demi-tour d'un coup et de baisser la palette. Pour le coup ça a marché, ça va le stun, et là c'est très simple, c'est d'instinct, il y a une fenêtre en face de moi, je la prends pour creuser la distance. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là on prend la fenêtre, qu'est-ce que je fais là? Je commence à partir vers la droite, on voit le tueur qui est encore en face de la palette, qui a encore été stun. Donc là qu'est-ce qui se passe? Je commence à partir, et là je me dis, non alors attends, si je commence à partir par là-bas, et que le tueur n'a pas commencé à casser la palette, pardon, et qu'il commence à faire le tour, eh bien je suis mort. Donc ce que je fais c'est que je fais un petit demi-tour pour m'assurer que le tueur est en train de casser la palette. Une fois que je m'assure que le tueur est en train de casser la palette, on court jusqu'au prochain spot. Donc là c'est d'instinct, hein.
Enfin moi je connais les spots, mais vous ça sera d'instinct au début, mais quand vous connaîtrez les maps ça ira mieux. Donc là on va tourner autour de la palette encore. Donc là il fait un move assez intéressant qui me bloque la palette, il me rattrape, donc ça m'empêche de passer ici, mais ça l'empêche lui aussi également de passer. Donc c'est à double tranchant, si on peut dire. Donc là il me force plus ou moins à bouger de spot parce que c'est pas évident, sauf si vous avez des dards, de jouer contre une palette piégée. Donc là on va décaler au prochain spot qui était pas loin, là j'ai eu de la chance. Là la distance est quasi nulle entre le tueur et moi, donc vous pouvez être sûr que là je vais quasiment pas avoir le temps de faire un tour. Donc je vais baisser, je pense directement, oui je baisse directement, et là on le voit d'ailleurs qu'il s'arrête, il va pas se prendre la palette. Voilà, donc là il nous a repéré, très simple. Là ce qui se passe, et qu'on sait que la distance est suffisante, on va passer sous la palette, on n'a pas besoin de la baisser, on voit qu'il est quasiment à l'autre entrée de la cabane, donc on n'a certainement pas besoin de baisser cette palette. Donc là on va continuer à refaire un tour, parce qu'il a largement pas la range, et ensuite voilà, une fois que je suis là, je vois qu'il se rapproche. Si je baisse pas la palette, ou si je passe pas la fenêtre, je sais que automatiquement il va me mettre right. Donc là je dois faire un choix, là j'essaie de me diriger vers la fenêtre, je m'assure qu'il y ait bien la tache rouge, que le tueur soit bien derrière moi. Là qu'est-ce qui se passe, je vais ralentir un petit peu pour lui donner confiance, voilà, et je vais sauter la fenêtre un petit peu plus tard pour lui donner confiance. Là la tache rouge est quasiment sur moi, et là on voit que ça va porter ses fruits, il va taper, donc là pour le coup il tape la fenêtre, et donc là c'est tout bénef, c'est comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi je suis pas blessé, j'ai passé la fenêtre, je vais pouvoir m'enfuir loin, et lui il a tapé la fenêtre, et il a un cooldown, il a un cooldown de récupérer son hit. Donc il va perdre un certain temps là-dessus. Donc là on va jouer sur la spot double fenêtre, et c'est là qu'on va voir les erreurs que je vais faire, plutôt les erreurs que lui ne va pas faire. Donc là je vais attendre un petit peu pour sauter la fenêtre, pour essayer de le mettre en confiance, comme on l'a dit, marcher un petit peu pour qu'il frappe la fenêtre. Donc là il ne va pas le faire, il n'est pas bête, il a très bien compris mon petit jeu depuis le début. Donc là il va faire un premier demi-tour, très très intéressant, il avait très peu fait ça jusqu'à maintenant. Donc là on voit la tache rouge, on voit toujours la tache rouge, et hop, là on voit plus la tache rouge. Là à ce moment là précis, j'ai aucune information de où est-ce qu'il est. Il peut être à plusieurs endroits, il peut être ici en commençant à aller par ici, il peut être là en commençant à aller par là mais il n'est pas assez loin pour que je vois la tache rouge, ou bien il peut être là mais en moonwalk, et dans ce cas là je ne vois pas sa tache rouge. Donc là j'ai aucune information de là où il est, donc il va falloir analyser qu'est-ce que je pense que lui va faire. Donc là je pensais qu'il était vers là-bas, effectivement il était vers là-bas, c'est pour ça que j'ai fait demi-tour ici, puisqu'il venait par là-bas. Donc là on le voit, nos regards se croisent d'ailleurs. Donc là je vais faire semblant d'aller par ici, lui il va d'ailleurs faire demi-tour. Et donc là je vais attendre, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, attendre ici, voir si le tueur vient vraiment par là ou par là pour vraiment prendre sa décision. Donc là on voit qu'il arrive, on voit nettement qu'il arrive, on va faire ça. Et donc là voilà, on marche un petit peu, on prend la fenêtre au dernier moment pour essayer de lui donner confiance. Sauf que là je me retourne, il est pas là, je pensais qu'il était là. Pendant ce temps-là, il avait fait demi-tour, donc là, il y a de grandes chances qu'il soit là et que je me fasse frapper. Donc là, effectivement, il est là. Quoi qu'il arrive, là, dans cette situation, c'est-à-dire que je suis en fin d'animation de prendre la fenêtre. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je peux pas encore bouger. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Reprendre la fenêtre. Si je reprends la fenêtre, je me prends le hit forcément parce que là, il est trop proche de moi pour que je puisse l'éviter. Ou alors tenter un potentiel 360, je sais plus ce que je vais faire. Voilà, on tente à 360, bon je me suis bloqué dans le mur, c'est pas passé. Donc là on a le boost de vitesse, on sait qu'il est loin, qu'il est en cooldown de récupération de hit. On peut tranquillement prendre cette fenêtre sans avoir la vision derrière nous. On voit que il est extrêmement proche, je n'aurai pas le temps de sauter la fenêtre. Ça je l'ai au feeling, voilà, forcément. Ça vous le saurez pas forcément d'instinct quand vous jouerez, mais là moi je le sais. Mais du coup j'aurai pas le temps de prendre la fenêtre, donc ce qu'on va faire c'est qu'on a un dead hard, donc on va l'utiliser, on va faire semblant de prendre la fenêtre, même si je suis pas très bien dans l'axe. On va faire semblant de prendre la fenêtre, je me retourne à un moment et je dead hard, voilà. Il met son hit, donc là du coup il vient de mettre son hit, donc je sais que forcément il peut pas me refrapper directement. Je peux sauter sereinement la fenêtre sans avoir la vision derrière moi, et là je me prends un trap, très grosse erreur de ma part. Petit conseil, évitez de faire du 1 pour 1 sauf dans certaines situations. Le 1 pour 1 c'est lorsque vous décrochez un survivant mais qu'en contrepartie vous prenez sa place. Parfois un survivant se fera tunnel. Le tunnel c'est quoi? C'est lorsque le tueur ne se concentre que sur un survivant pour l'éliminer au plus vite. Comment réagir lors de cette situation? Faire les générateurs le plus vite possible. Soit les 3 autres survivants se concentrent sur les générateurs, soit l'un d'entre eux peut protéger le survivant en danger pour lui éviter la mort. De plus, certains tueurs sont très durs à contrer en cas de facecamp. Qu'est-ce que la facecamp? C'est lorsqu'un tueur accroche un survivant et se tient immobile devant ce dernier, rendant le sauvetage impossible. Certains tueurs sont incontrables ou presque. C'est le cas de Booba ou Billy, car il vous sera très difficile de décrocher dans ces conditions puisque leur tronçonneuse one-shot. À vous donc d'user de divers stratagèmes pour vous en sortir.
On va désormais rentrer dans l'une des parties les plus avancées du guide, en abordant notamment le moonwalk en survivant. Ce n'est pas très utile mais vous pourrez flex. Pour cela, faites un demi-tour et un droite-gauche à la même fréquence, pas trop rapidement. La dump tech. Qu'est-ce que la dump tech? Lorsque vous étourdissez le tueur avec une palette, repassez cette même palette pour qu'il soit confus. Attention, c'est très risqué, il est très fortement déconseillé de réaliser cette technique lorsque vous débutez. La CJ Tech. Qu'est-ce que la CJ Tech? Elle prend place de la manière suivante. Une palette abaissée, vous d'un côté, le tueur et un survivant en état critique de l'autre. L'idée sera de faire semblant d'aveugler le tueur. Il voudra donc casser la palette, mais à cet instant vous prendrez cette même palette. Il ramassera donc par défaut le survivant. Reprenez la palette et sauvez votre coéquipier de la poigne du tueur. Les 360. Ils paraissent compliqués au premier abord, mais il vous suffira au contact du tueur de suivre la combinaison suivante. ZDSQ, ZDSQ de la droite vers la gauche et inversement pour les faire dans l'autre sens. Vous devrez également déplacer votre caméra dans le sens opposé à votre 360. Si vous faites votre 3.6 vers la gauche, vous devrez déplacer votre caméra vers la droite. Les safe flash. Il y a 3 choses à prendre en compte lors d'une safe flash. La distance, être suffisamment proche du tueur, l'angle, vous devez être suffisamment en face du tueur et le timing. Commencez à flasher lorsque le survivant se trouve au niveau de la hanche du tueur. Une dernière notion très importante, le trigénérateur, ou autrement appelé trigène. Comme vous le savez, 8 générateurs sont répartis sur la map. Cependant, si vous réparez 5 générateurs d'un même côté de la map, les 3 derniers se retrouveront côte à côte et le tueur pourra facilement les surveiller. A vous donc de jouer pour que les 3 générateurs restants soient suffisamment éloignés pour pouvoir les réparer sereinement. C'est déjà la fin de ce guide Dead by Daylight en espérant qu'il vous ait plu. Sur ce, à la prochaine les marmottes!